Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christopher Guérin. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, directeur général de Nexans, fleuron français, champion français, on peut le dire comme ça, du câble. Alors câble, on va le voir historiquement dans les bâtiments, l'industrie, les télécoms, mais pas seulement, de plus en plus orienté vers la transition énergétique. Juste, les câbles, il faut l'expliquer, parce que peu de gens le savent, les câbles sont omniprésents partout dans notre quotidien. C'est ça en fait, on ne les voit pas, mais sans vous, on ne pourrait même pas téléphoner. Oui, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois que j'étais venu sur le plateau, cher David. C'était, en fait, il n'y a pas d'électricité sans câble, il n'y a pas de données sans câble. Ouais. Mais c'est encore plus marquant en ce moment, c'est que la transition énergétique nécessite beaucoup plus de production d'énergie verte, de transmission de cette énergie de distribution pour beaucoup plus d'utilisation. Donc sans vos câbles, on ne pourrait pas faire quoi? Je vous laisse finir la phrase. Je vais vous donner un autre exemple. Ouais. Là, un autre exemple. Vous avez deux risques majeurs. Le risque de la pandémie, on est en plein dedans. Ouais. Ça a été évoqué par la CIA en 2008. Le deuxième risque majeur pour les villes du monde, c'est les blackouts, les ruptures, les coupures d'électricité. Ben voilà, sans câble, coupure d'électricité, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'essence, rien du tout. Voilà, donc des câbles qui sont sous terre, qui sont sous l'eau, qui sont invisibles, mais qui font transiter toute l'énergie. Et vous êtes un leader mondial. Oui, tout à fait. Du sujet. Bon, et vous êtes de plus en plus... et vous le serez encore plus parce que mi-février, il y a votre journée investisseur, c'est ça? Oui. Et ce sera l'occasion, je pense, enfin je ne préempte rien, mais de dire que vous accélérez encore plus dans la transition énergétique. Notamment parce que les câbles permettent quoi? De relier des fermes éoliennes concrètement? Oui, en fait, Nexans, c'est le maillon opérationnel de la transition énergétique. De la production d'énergie où on relie toutes les fermes éoliennes à la terre. Et puis une explosion, on pourra en parler, des explosions de la demande de fermes éoliennes en mer dans les prochaines années à travers l'ensemble des régions mondiales. La transmission type tous les câbles que nous faisons pour RTE à travers la France qui transmettent toute la haute tension et la distribution d'énergie à travers Enedis, les câbles qui sont souterrains, sous les villes, ainsi que tous les câbles qui vont dans les bâtiments. Ouais. Et les câbles en mer dont on parle avec les gros bateaux, là, comment ça sert à quoi? Alors ça, c'est les transmissions sous-marines, c'est ce qu'on appelle les autoroutes d'énergie. Le secteur en a posé à peu près 10 000 km les 10 dernières années. Il va falloir en poser le double dans les 6 prochaines années. C'est des câbles qui ressemblent à quoi? Ils sont quoi? Ils sont à 1000 mètres, 2000 mètres sous voilà, la mer. Le plus profond qu'on ait posé, c'est 1800 mètres. Maintenant, on a un nouveau bateau, parce que nous installons tous nos câbles. Nous avons un nouveau bateau qui sera inauguré au mois de juin, qui pourra poser jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Pour vous donner un exemple, le dernier projet qu'on ait relié entre l'Allemagne et la Norvège, c'est un 700 km de distance, 500 km en fond sous-marin, et c'est le poids de la Tour Eiffel, 9000 tonnes de câbles. Ouais. Qui sont posés. Donc c'est assez impressionnant. Avec un seul bateau qui fait ça? Il n'y a que 3 bateaux dans le monde. Ouais. C'est 3 acteurs européens, dont Nexans. D'accord. Et le bateau est plein jusqu'en 2022. C'est pour ça que nous avons un nouveau navire qui est en fin de construction, qui sera inauguré au mois de juin. Ça coûte combien à fabriquer à 200 millions. 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Et c'est une vraie barrière à l'entrée pour nous vis-à-vis des Chinois. Et pourquoi il n'y avait que 3 bateaux qui existent dans le monde, vu les besoins colossaux? Parce que ce n'est pas juste la pose. Vous n'avez pas de problématique de pose dans le secteur du télécom, parce qu'il est très facile de louer des bateaux. Alors vous voyez des bateaux comme vous le voyez à l'écran, là c'est notre futur bateau là, qui est en fin de construction. Des bateaux comme ça coûtent très très cher, mais il faut également avoir la capacité et la connaissance de production des câbles et d'installation des câbles, et tous les robots qui vont avec. Bon, donc finalement le monde de demain, plus électrique, plus d'énergie propre. Décarbonée, oui. Plus de data, plus de données, moins de carbone, tout ça. Donc, il faut du câble pour tout ça. Et là, on se dit que, quelque part, vous voyez l'avenir en rose pour vous. Parce que pour vous, ce monde-là, ce monde de demain, vous est favorable. Et donc, avec des carnets de commandes qui sont, j'imagine, garnis jusqu'en, d'ailleurs, vous disiez 2022 ? Jusqu'en fin 2022, oui. Ouais. Ah bah oui, c'est sûr que par rapport à votre reportage précédent avec les discours de la Fed, nous, on n'a aucune problématique de croissance. Je vous donne un exemple. Tous les projets de pose de fermes éoliennes en mer, entre maintenant et 2030, c'est à peu près 200 gigawatts qui vont être posés. Pour vous dire, 1 gigawatt, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Donc on va poser l'équivalent de 200 centrales nucléaires. D'ici à 2030. D'ici à 2030, c'est demain 2030. Et pour nous, alors c'est aussi un peu la beauté du secteur, c'est que nous faisons le câble qui relie la ferme éolienne à la terre. Avant, les fermes éoliennes étaient à 40 km des côtes. Pour des questions environnementales, maintenant, elles sont à 80-120 km des côtes. Donc, on a besoin de 120 km de câbles. Des câbles qui sont de haute technologie.
Oui, c'est pas un petit câble comme ça. Ah non, c'est pas de la fibre optique là. Ouais. Là, c'est du très très compliqué. Quel diamètre? On les voit là, c'est des. Ouais, bah voilà, c'est ça, c'est ce diamètre-là. Donc c'est du quoi, 1 Ça- mètre, ça- 2 mètres? Oui, 2 mètres, et puis qui peut aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et puis aussi avec des fermes éoliennes flottantes. La valeur du câble par gigawatt posé, c'est 300 millions. Donc en fait, s'ouvrent à nous des marchés entre 4 milliards et 5 milliards à partir de 2023-2024. Wow! Et Donc puis avec l'élection de Joe Biden, c'est open bar. bah alors là, il va doubler la capacité américaine. Et vous serez là, vous aurez eu ce gâteau-là sera en partie pour vous. Oui, parce Quelle est qu'on votre part de marché d'ailleurs au niveau mondial? on Parce est, qu'on parle de champion français, on est très heureux, mais ça pèse quoi dans le monde? on a plus de 35%. Ah ouais. Plus de 35%, mais on est le seul acteur à avoir une usine qui fait ce câble-là pour les fermes éoliennes aux États-Unis. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que Nexans, aux États-Unis. Il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas de Chinois, mais ça ne risque pas. Mais on est le seul. Pourquoi ça risque pas? Non, parce qu'à mon avis, l'arrivée d'une production chinoise sur le territoire américain, ça sera assez compliqué. Ah oui, sur le territoire américain, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a des Chinois pour la Chine, bien sûr. Oui. Et donc vous êtes 35% de part de marché, et donc les autres, c'est qui? C'est Prysmian, un acteur italien, et puis NKT. En fait, ce sont des acteurs européens. Ah, Toutes les fermes éoliennes en mer ont été portées par des acteurs européens. Parce on qu'on est a en train de tous prendre de appris- l'avance, et potentiellement sur quand Joe Biden, s'il, encore une fois, il accélère dans la transition énergétique, est-ce que ces marchés-là vont tomber tout cuits, ou est-ce que ça va faire naître des ambitions peut-être aussi sur le marché américain? Il y a D'acteurs américains. L'ambition, elle est partout, parce que quand je vous parle de 200 gigawatts, c'est déjà 90 gigawatts pour l'Europe. La Commission européenne a annoncé un trillion de dollars d'euros d'investissement pour les fermes éoliennes européennes d'ici 2050. Donc plus que jamais, vous allez miser sur la transition énergétique. Ah, on est en plein dedans, oui. Et à terme, en termes de business, si on segmente aujourd'hui ce que ça pèse aujourd'hui, ce que ça pèsera dans 5 ans dans les comptes de Nexans? Aujourd'hui, c'est à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. Waouh. Ah ouais. Et ça sera 100% dans les prochaines années. Oui. Bon, et donc quand on a la signature d'un contrat avec Airbus, comme annoncé hier, pour lui fournir des câbles, c'est un contrat du passé? Non, ça reste... Non, c'est un contrat d'avenir. On réfléchit aussi à l'électrification de l'avion, donc c'est un beau contrat. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Entre 100 et 350 km de câbles par avion. Exactement. Donc c'est un gros contrat pour vous? Vous donnez les chiffres ou Oui, c'est un gros contrat, mais il n'a pas la même valeur. Il est en valeur. centaines de millions? Oui, c'est à peu près de 250 millions d'euros sur 5 ans. Ouais. Mais pour vous donner l'équivalent, on a signé 7 ans avec Ørsted pour 1,5 milliard pour les fermes éoliennes. Ørsted, donc il faut expliquer qui c'est, un acteur danois, je crois. Ørsted est un acteur danois qui est le numéro 1 mondial de la pose des fermes éoliennes en mer, avec 60% de part de marché mondial. Waouh! Barrière à l'entrée aussi, forte pour... Énorme. Donc ça veut dire quoi? Alors, je reviens sur 2019. Chiffre d'affaires, j'en suis resté à 7 milliards sur 2019. Sur 2020, je ne sais pas quand est-ce que vous publiez, si vous pouvez en parler ou pas, mais on sera au-dessus, on sera en dessous, on sera comment? L'idée, c'est comment Nexans traverse... il y a cette accélération de la transition énergétique, et puis il y a cette crise, récession de 10% en France et 5% à l'échelle du monde. Comment s'est comporté Nexans en 2020? En fait, on a plutôt bien anticipé la crise, parce qu'au mois de mars, nous avions annoncé en fait dans nos roadshows que nous avions fait une modélisation assez fine de la crise de 2008 et de la pandémie de 1968. Donc en fait, on avait pris les statistiques de la pandémie, statistiques sanitaires de la pandémie 68, que nous avons couplées avec la crise de 2008. Et c'est pour ça qu'on avait déjà fait passer comme message aux investisseurs que nous ne voyons pas de reprise en V dans le cours de l'année 2020, mais plutôt fin 2021, voire début 2022. Donc les investisseurs ont salué cette anticipation. On a beaucoup travaillé notre cash. Notre chiffre d'affaires, on l'avait annoncé au 3e trimestre, est à peu près à moins 8% par rapport à l'année précédente. Sur le 3e trimestre ou sur l'ensemble de l'année? Sur les 9 mois, pardon, ouais. À ce moment-là. Moins 8? Moins 8%, mais un carnet de commandes qui est actuellement à plus 15% par rapport à 2019. Voilà. Et combien en milliards, le carnet de commandes signé sur 2020? On est à 2 milliards, oui. 2 milliards de carnet de commandes sur un chiffre d'affaires de 6 milliards. Donc il y a eu un coup de mou en début d'année 2020, mais qui a été rattrapé derrière. Notamment en Europe et aux États-Unis, oui, bien sûr. Et puis on a eu un retour au budget à partir du 4e trimestre. Donc vous avez largement de la visibilité, alors qu'on n'en a pas, vous, dans votre secteur, pour 2021. Alors, de la visibilité et énormément de cash. On n'a jamais eu autant de cash que... Combien? On a doublé notre cash, notre free cash flow dans la période de 2020. Il y a même un analyste de JP Morgan qui a dit que c'est le record de free cash flow de Nexans depuis sa naissance en 2001. En fait, on a vraiment repensé nos modèles.
Ça, c'est votre patte, ça. Ouais, c'est notre programme Shift. L'objectif, c'est de simplifier. Il date de quand? 2018, non, c'est ça? Oui, 2018, mais je travaille sur ces méthodologies de travail qui sont beaucoup portées sur l'analytique et qui sont assez innovantes. L'objectif, c'est de simplifier un portefeuille d'activités, clients, produits, afin d'amplifier l'impact. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. On servait 17 000 clients en 2019 pour 100% de chiffre d'affaires. On s'est concentré sur 5 000 clients en 2020 qui font 90% de chiffre d'affaires. Et on s'est aperçu, grâce à cette mécanique de vraiment une mécanique. Donc vous avez viré les petits clients, quoi, en gros. Non, c'est pas une question de taille. On a déterminé ce que le bon cholestérol du mauvais cholestérol de notre portefeuille. Les clients profitables et ceux qui ne le sont pas. Oui, et aussi dans la lecture stratégique et leur potentiel, oui, exactement. Et donc vous sortez de certains secteurs, parce que finalement, quand on se concentre sur la transition énergétique, avec les fermes éoliennes et pas seulement l'électrique et compagnie, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on sort du bâtiment, n'importe quoi, on sort d'activités qui sont plus celles du passé. On est sur 8 macro-secteurs. Ouais. Donc, quand vous parlez du bâtiment, le pétrole, le pétrole, n'importe quoi, le pétrole, le gaz, le télécom, etc. Et nous allons annoncer le 17 février que nous allons nous recentrer sur 3 à 4 secteurs. L'objectif, c'est de simplifier le portefeuille d'activité. Au lieu de 8. Donc, ça fait quand même 4 où on sort. 4, on va retrouver, on va désinvestir, on trouvera un investisseur qui pétrole sera prêt et à gaz, les accompagner. Ça, j'en ai, je prends... Voilà, en tout cas, le pétrole et gaz, aujourd'hui, c'est moins de 2% du chiffre d'affaires. Il y a 5 ans, c'était 15% du chiffre d'affaires. On est en train de convertir nos lignes de production pour faire du verre. Sur les résultats nets, encore une fois, amélioration du free cash flow, j'entends. Sur le résultat net, il était négatif en 2019, mais lié à des charges de restructuration, je crois. 2020 sera du même acabit, on reste dans le rouge en 2020 ? Non, on est un beau vert. Ah, vous le verrez, un beau vert. Il y aura du beau vert, voilà. D'accord. Il y a du beau vert durable. Exactement. Structuré. Je vous rappelle aussi que quand on s'était vu en 2019, on avait un cours de bourse à 32 €. On a été à un pic à 68 €, 3 milliards de market cap, et donc une très belle évolution. Justement, sur le cours de l'action Nexans, c'est intéressant, 40% en un an, 70% en 5 ans, mais c'est ce 40% en un an, vous êtes sur une bonne dynamique après un passé qui a été ce qu'il a été, mais en tout cas qui était plus compliqué. Aujourd'hui, il y a une vraie bonne dynamique sur Nexans. On a effacé en 18 mois 10 ans de problématiques boursières. Donc on a vraiment reconquis la confiance des investisseurs. Beaucoup d'investisseurs américains, anglais, rien que pour notre CMD du 17 février, on a 500 investisseurs inscrits de Londres, de New York et de Paris. Et il y a une vraie confiance qui s'est établie. Mais pas uniquement par les marchés sur lesquels on va se focaliser, mais également sur la méthode. Beaucoup de travail sur la méthode. Notre objectif de neutralité carbone, nous avons revu notre raison d'être, nous avons revu tous nos processus internes. Et l'objectif, c'est de créer beaucoup plus de valeur en utilisant beaucoup moins de ressources. Bon, et donc la crise en rien ne remet en cause, encore une fois, ni la bonne marge de votre business, ni votre plan de redressement, qui date de quand d'ailleurs? J'ai toujours un doute. De début 2019, donc il n'y aura pas de restructuration chez Nexans, il n'y aura pas d'annonce de restructuration. Ça a été salué par les syndicats, la manière dont nous avons passé la crise a également été saluée par les investisseurs. Non, c'est un groupe en pleine forme qui sort de 2020. Ok, donc un groupe rentable, profitable. C'est une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui s'installe pour 10 ans, qui va être formidable. Sachant que vous êtes arrivé à la tête du groupe, vous? En juillet 2018, oui. D'accord. Et donc, l'objectif, c'était ça, c'était la transformation du groupe. On y est, tout en réduisant les coûts aussi, parce qu'il y a eu cette politique aussi qui a été menée. Tout ça pour faire augmenter la rentabilité, ça on l'a compris. Et cette idée que vous ne faites plus la course au volume. C'est marrant, ça me rappelle, dans un secteur qui n'a rien à voir, Luca De Meo, le patron de Renault, qui finalement me disait il y a quelques jours la même chose. Oui, ou Carlos Tavares, qui réduit la complexité pour amplifier son impact. On est un peu sur le même thème. Bon. J'ai vu qu'en 2019, enfin lors de la crise, pardon, vous aviez demandé un PGE, un prêt garanti par l'État. Je crois qu'on est en juin dernier. Exactement. Si le carnet de commande est rempli, si vous regorgez de cash, pourquoi avoir demandé 280 millions d'euros pour assurer vos arrières? C'est de la gestion de bon père de famille? Oui, enfin. Qu'avez-vous fait cet argent? On savait. Qui n'est pas pour vous. Quand on a regardé la modélisation de la pandémie de 1968, on a vu que la vague suivante arrivait 20 semaines avant le pic de la première vague. Donc on s'est dit, on est parti pour une série de 3-4 vagues de confinement. Donc on a un peu assuré nos arrières. Mais le PGE sera remboursé au premier trimestre de cette année. D'accord. On n'a pas besoin. Donc, on a 1,8 milliard de liquidités, on n'en a pas besoin. Au contraire, aujourd'hui, on va avoir un niveau de dette tellement bas que maintenant, on est positionné pour faire des acquisitions majeures. Ah, sur 2021 ?
sur 2021, sur 2022, oui. Acquisition majeure, on est quoi? On est en centaines de millions d'euros, en milliards d'euros? Oui, on est en il y a plusieurs, on a une centaine. Quelque chose de transformant? Oui, énormément. En fait, c'est simple, hein. On va passer de 8 secteurs à 4. Sur les 4, l'objectif pour nous, C'est de mettre le paquet, de devenir l'un des fleurons mondiaux sur ces secteurs-là. Et donc, ça sera des investissements, enfin des acquisitions de l'ordre de 200, 500 ou 1 milliard d'euros dans les prochaines années. C'est déjà dans le pipe un petit peu? Il y a 130 candidats à l'étude, oui. On est en train de resserrer le pipeline, là. Donc c'est très atomisé alors comme secteur pour le coup? Oui, toujours, oui, parce qu'en fait, le numéro 1 mondial et numéro 2 qui sont Nexans et Prysmian, en fait, on couvre à peine 28% de part de marché mondial, à deux. Donc il y a encore des petites emplettes à faire. Beaucoup. Juste, je repense à votre plan de réduction de coûts. J'avais retrouvé le chiffre, donc c'était en 2019 quand vous êtes arrivé, 210 millions d'euros de réduction de coûts en 3 ans. Où est-ce que vous en êtes encore une fois? Où est-ce que vous avez taillé? Et vous me disiez, pas de fermeture, pas de licenciement, mais j'ai vu que 1200 emplois dans le monde ont été supprimés chez Nexans, dans ce cadre-là. Non, sauf si j'ai mal compris. Hein. Non, ce que je vous avais dit à l'époque, c'est en fait que nous avons réduit les effectifs au siège. Ouais. On avait enlevé 40 postes de top management. On a supprimé 2 niveaux hiérarchiques dans l'organisation. Et nous avons fermé une usine en Allemagne qui était très très peu rentable. Ouais. Et nous avons exactement. Nous avons basculé l'ensemble du volume sur notre usine belge. Aujourd'hui, Charleroi. Bien. Ah, on est précis. Ouais. Et puis, aujourd'hui, nous avions à peu près 15 activités dans le rouge en 2019 et maintenant, il n'y en a plus une seule. Bon. Et donc, futur plan stratégique, mi-février. En gros, voilà, il y aura, voilà, on resserre sur quatre segments et on met le paquet, des acquisitions, de la rentabilité. Et donc un cours de bourse qui... non mais il n'est pas trop tard pour quand on a fait plus 40%, et encore je crois même x3 depuis les points bas du mois de mars. Non, il y a beaucoup de... Comment c'est valorisé par rapport, encore une fois, aux les autres leaders, notamment italiens, en termes de valo, de PE? Nexans était décoté de 30% par rapport à notre... Parce que le passé. Parce que le yo-yo pendant 10 ans. Et donc justifié a posteriori. Oui, bien sûr. Mais maintenant, il y a un re-rating très fort qui est en train de se faire, là. Donc, il y a beaucoup d'appels d'investisseurs. On pitch énormément. On a vu à peu près 400 investisseurs en 18 mois. Et on leur explique la stratégie. C'est la remontada. Exactement. Hein. Alors, je ne vais pas faire le rappel de Barcelone PSG, mais c'est un peu l'idée. Non, mais c'est le 16 février, PSG Barcelone. C'est quand, vous? C'est le lendemain. C'est le lendemain. Mais je regarderai. Non, mais c'est surtout une belle histoire qui est en train de démarrer. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de monter au capital du groupe, justement pour poursuivre cette histoire de transition énergétique. Bon, on en reparlera. Merci d'avoir été avec nous. Christopher Guérin, donc le directeur général de Nexans, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.